Bonjour à vous tous, bienvenue au premier pod de lecture. C'est l'épisode 1, on est content de vous avoir. Bon, excusez-moi déjà en partant si je dépasse, si je me trompe, je suis un petit peu nerveuse. Aujourd'hui, pour l'occasion, le premier livre dont on va parler, c'est Le Pâté pour chien, qui est mon premier roman policier. On va avoir, pour parler de celui-ci, Lou Bénédicte, autrice, qui va faire la chronique, et Éric Thériault, qui va venir en discuter avec nous autres. Le parcours de l'auteur, rapidement. Pâté pour chien, mon 7e roman. J'ai une série de science-fiction, Licornéum, ainsi que 2 romans de l'univers Oni. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Pâté pour chien. Donc, Lou Bénédicte, ma chroniqueuse aujourd'hui, est une autrice de romans policiers qui a fait amplement ses dents sur plusieurs choses. Elle est très active dans la communauté littéraire. Elle a son actif 3 romans. Mélange mortel, une enquête de Sophie Hart, Satanée nouvelle qu'elle a écrit avec Ben Morris, Le Petit Prince des Bermudes, ainsi que son tout dernier recueil de nouvelles, Âme en panne. Mais à travers tout ça, c'est pas tout. Lou a écrit une nouvelle dans le recueil Maudit 2, dans le recueil Maudit 3, qui sort justement à la fin octobre sur Amazon. Ensuite de ça, elle a écrit dans Barry, où il y avait 30 auteurs pour un récit unique. Zone 23 Libération, qui est sur Amazon jusqu'au 30 octobre pour la cause du cancer. L'écho de l'imaginaire, qui est sa première nouvelle de science-fiction. C'est prévu pour le mois d'avril. Ensuite de ça, il y a le domaine de Halley, avec Marc Etier et 7 autres auteurs, donc on entendra parler, j'imagine, éventuellement. Il y a aussi Les Contes des Vents d'ici, qui étaient sur Amazon en septembre. C'était pour Soleil des orphelins. C'était des nouvelles pour enfants, où Lou et son conjoint Ben ont écrit Doc Toc, le canard enquêteur, pour les 2 à 4 ans. Éric Thériault est aussi très actif. Donc, lui, vous pouvez le retrouver dans le recueil Maudit 1, 2 et justement le 3 qui sort. Il était aussi parmi les auteurs de Barry et un des rares auteurs québécois dans les 80 ans du Petit Prince. Donc, on accueille nos invités. Salut Lou. Salut Pascal. Éric. Salut. Donc, on va commencer avec la chronique de Lou. Alors, ceux qui connaissent les retours de lecture de Lou Bénédicte sont un peu longs. Mais c'est toujours la même structure, hein? Je donne le titre, là j'invente un énoncé pour moi, ensuite je donne le résumé de l'auteur, l'expérience de lecture que j'ai eue, parce qu'au départ je suis un lecteur, puis ensuite mon point de vue d'auteur. Alors, merci Pascal qui m'a donné à lire Pâté pour chien. Qu'est-ce que j'ai trouvé, moi, là, pour coiffer cette histoire-là? Bien, j'ai préparé ma chronique comme je l'ai fait, comme je l'ai publié aussi pour mes amis auteurs. Alors, ma phrase, parfois c'est une maxime, un proverbe. Or, je peux même aller dans des phrases bibliques si vous voulez. Alors, cette fois-ci, j'en avais tellement, mais j'ai choisi « On ne mord pas la main qui nous nourrit ». Alors voilà pour Pascal Dupuis-Dalpé, Pâté pour chien, son premier roman policier, 392 pages, à paraître en novembre 2023. Alors nous, on l'a lu en premier, en primeur. Le résumé par l'auteur à l'endos du livre, je vais vous donner exactement ce qu'elle a livré. Mai 2022, les enquêteurs Joël Côté et Étienne Tremblay sont appelés sur les lieux d'un drame. Ce qui n'était qu'une banale attaque d'animal sauvage devient rapidement, pour la détective Côté, une enquête de meurtres multiples. Rassemblant d'autres cas comme le sien, elle tisse le portrait d'un tueur aux méthodes douteuses. Parviendra-t-elle à convaincre ses collègues de la justesse de son raisonnement pour espérer mettre fin aux agissements du meurtrier? Entrer avec les enquêteurs dans une chasse à l'homme captivante et découvrir les aspirations profondes de l'assassin ou de l'assassin. Suivez-nous.
Mes attentes avant mon expérience de lecture. Un roman policier, une nouvelle niche pour l'auteur. Pascal Dupuis-Dalpé s'est bien exercé à créer des suspens mettant en lumière des figures scientifiques, des experts, des courses contre la montre et contre le temps dans toutes ses dimensions, soit avec Licorneum, soit avec Oni. Je connais ce qu'elle offre en termes d'extraits sur son site web, alors voilà qu'elle tâte le roman policier, non sans l'enrobé de noir et de rouge sang, avec son avertissement public averti. Le prologue est suintant de malaise et de dégoût. Vous êtes prévenus. Pâté pour chien est une mixture de chair humaine et de gibier, délicieusement assaisonnée en cours de préparation. Hey, le goût du sang, là, elle l'a. Ah, cette Pascal, elle est dans l'ongle, ce coup-ci. J'ai pensé qu'elle m'invitait à chroniquer ce premier roman policier pour son premier podcast, parce que j'en écris avec Ben Maurice. En tout cas, je la remercie pour la confiance, à la fois de jouer à la chroniqueuse pour ma première expérience et pour la chance de lire le roman avant tout le monde et la torturer un peu avec mes questions. Quand on écrit des romans policiers, on pose des questions. Mon expérience de lecture. Le prologue sollicite tous mes sens et me prévient. Il y a déviance et sadisme au menu. Maintenant, à quel genre d'histoire ai-je affaire? Tous les ingrédients rigoureux du roman d'enquête sont réunis. Il y a une attaque mortelle par une bête, bon, un canidé assurément, et d'autres attaques ici et là dans diverses villes. Il y a donc une raison valable pour situer la responsabilité de l'enquête à la Sûreté du Québec. Bon là, Pascal a bien fait ses devoirs parce que on met la Sûreté du Québec en évidence quand il doit y avoir coordination de plusieurs corps policiers parce que les méfaits se produisent sur plusieurs territoires. Alors, bravo. L'héroïne, Joëlle Côté, meurt d'envie d'offrir ses services à la SQ. On est donc engagé avec elle dans son parcours. Nous découvrons ses compétences, sa détermination et son flair. Avec la succession d'attaques et de morsures, elle réussit peu à peu, très patiemment, à convaincre ses collègues qu'il y a un fil rouge qui relie tout ça. Joëlle est une femme forte, formée pour son métier, mais fragilisée par les revers de la vie. Son couple a craqué, son fils l'a ghosté. Elle en souffre énormément. Ses besoins de tendresse et d'exultation du corps ont été comblés, parfois avec des collègues, ce qui entraîne peut-être des regrets posthumes, mais en tout cas, ça brouille les relations de travail. Sachez que tout est utile au bon moment pour garder l'attention dans l'évolution de Joëlle comme personnage tout au long de l'histoire. La seconde trame. Ça prend ça, là. Ça prend toujours une seconde trame. J'ai fait des recherches. Dès Licorneum, tome 1, le prologue nous place le personnage principal et une collègue, la belle Mina, dans la logique de la confrontation de l'égalité des sexes. Alors, à mon avis, Pascal Dupuis-Dalpé porte en elle une motivation, une couleur, une vibration viscérale pour le respect entre les personnes humaines, particulièrement la dénonciation de la violence homme-femme ou adulte-enfant. Sans dévoiler les multiples trouvailles de son récit, ajouter à sa recette la vibration viscérale du respect des animaux, la dénonciation de la cruauté faite aux chiens, ici précisément. Sachez que tous les éléments disséminés au fil de la cruauté qui parsèment l'intrigue sont justifiés. Mon appréciation en tant qu'auteur de romans policiers. L'évolution de l'arc dramatique de l'enquêtrice Joëlle a de la chair autour de l'os. Les étapes du travail d'enquête sont compréhensibles et rationnelles. Les éléments qui font avancer le dénouement sont logiques.
Il n'y a pas de lapin sorti du chapeau comme dans plusieurs polars. Ben non, elle écrit à propos des chiens. Les enjeux de relations entre collègues sont omniprésents. Vous le savez, dans toute équipe de travail, dans tous les milieux, les tempéraments personnels et l'historique des dossiers créent leur lot de confusion, d'interprétation et de brouillard aussi. L'impact des tourments dans la vie personnelle des enquêteurs est bien dosé. Il faut bien refléter la nature humaine. Les émotions sont toujours à fleur de peau, surtout quand on croit les dompter. La résolution de l'énigme des attaques de chiens est bien construite dans le dernier tiers du livre. Dès l'introduction des personnages qui évoluent dans un certain centre d'accueil pour femmes violentées. Rien n'est simpliste, jusqu'à la finitude. Bravo. J'aime bien terminer mes chroniques avec une perle d'écriture. Je prends un extrait qui m'a touchée dans chaque livre. Cette fois-ci, je demandais à Pascal de vous lire le texte qui coiffe la page titre qui s'appelle Partie 2 pour vous faire claquer des dents. Et sachez que l'introduction à la partie 3 est encore plus grinçante. Alors, on t'écoute, Pascal. Nul monstre de conte de fées n'y est tapi, et aucun chevalier servant ne viendra vous soustraire à l'effroyable réalité qui s'y dissimule. Le courageux affronte la terreur de l'inconnu caché dans ses ténèbres, armé de l'unique conviction que rien ne peut lui arriver. La peureuse craint une présence invisible, uniquement par instinct de survie. Où l'homme fait preuve de courage, la femme doit écouter ses peurs et éviter les ténèbres, car c'est lui qui s'y cache. Merci Lou pour cette magnifique chronique. Je suis comme, wow! Je ne m'attendais pas à tout ça. Je dis, en tant qu'auteur, je ne sais pas, là, vous autres, vous pouvez me confirmer, mais on manque d'objectivité. On dit oui, je l'ai aimé, j'aime mes personnages, mais comment le reste du monde va le percevoir? On n'est jamais satisfait, hein? On veut toujours l'envoyer, on veut toujours l'améliorer. Oui, si on ne se décidait pas de le publier, à un moment donné, de se dire, regarde, on arrête, il changerait tout le temps. Mais c'est ça, toi, à un moment donné... Toi, tu peux aussi témoigner de la préparation que tu as pris pour écrire cette histoire, parce que tu n'as pas pris la police de Montréal, tu n'as pas pris la police de l'autre ville. Tu as situé ça correctement à la Sûreté du Québec, parce que c'est ça qui arrive. Les malfaisants, ils se promènent et ils pensent qu'ils vont brouiller les pistes, mais grâce à un corps de police qui est supra-ville, ben, les choses peuvent être un peu mieux coordonnées, puis tant mieux, là, parce que c'est important. Oui, mais c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup vécu dans des villes où il n'y avait pas de corps policier, dans des villes plus petites, où c'était la SQ. En réalité, Joëlle, elle travaille pour la SQ à Piémont. Non, mais c'est sûr que le rêve final, c'est d'être à SQ à Montréal. Les crimes contre la personne, elle rêve de ça. Là, je veux dire, aller étudier pour s'en aller là-dedans. Ouais. Donc, elle tombait sur une série de crimes idéale pour se lever. Puis, je veux dire, je ne sais pas, vous autres, moi, Joëlle, je suis un petit peu tombée en amour avec elle. Et probablement qu'un jour, je vais la ramener dans une autre enquête. Ben, ce serait une bonne idée de l'utiliser, c'est clair. Parce qu'elle a le coffre pour mener des projets en collaboration avec beaucoup de collègues. Là. Donc, mais c'est vrai, j'ai comme oublié que dans certaines municipalités, quand il n'y a pas une police municipale au Québec, c'est la SQ qui sert de police locale. Mais dès qu'un crime se produit sur plusieurs territoires, c'est automatiquement la responsabilité de la SQ. Alors, j'arrête là parce que moi, c'était quelque chose qui était important pour moi de vérifier. Quand je lis des romans policiers, je me pose toujours la question comment les gens ont situé le travail. Mais c'est pas que c'est un roman procédural, mais tu as bien situé les étapes, puis tu as surtout bien expliqué comment il faut être têtu
quand on a une intuition et qu'on a un paquet de petites pistes qui dit attention, il faut vérifier, là, il faut vérifier qu'est-ce qui relie toutes ces choses-là ensemble. Puis, tu as vraiment, c'est une histoire où est-ce que on ne peut pas deviner. On ne peut pas deviner où tu nous amènes. Non, puis je voulais aussi mettre en lumière les difficultés que Joëlle rencontre à convaincre ses collègues. Si elle avait été un homme, ça aurait été moins difficile. Donc, ça ramène aussi un petit peu la réalité des femmes dans le milieu du travail de nos jours, qui est encore comme ça. Moi, j'ai des fois de la difficulté. Moi, je viens d'une famille de filles. Chez nous, ça a toujours été clair. C'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas faire ce que tu veux. On n'avait pas de frères à écœurer. C'était nous autres, les maîtres du monde. Mais là, quand tu arrives dans le milieu du travail, puis que tu te rends compte que c'est ah, OK, tu me crois pas, tu penses que le collègue à côté va te donner une meilleure réponse que moi parce qu'il est un homme. Et là, c'est comme, c'est pas juste. Puis là, t'as beau leur prouver, mais non, regarde, tu vois, c'est moi qui avais la bonne réponse. Moi, j'ai déjà vu un gars qui m'a dit, si tu as raison, je te paye une bière. Oh. Ben, je te jure qu'il m'a payé la bière. J'ai dit, non, il n'est pas question que tu ne me la payes pas, là. Hein? Tu as voulu me mettre en doute? Paye ta bière. Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça qu'on réalise que, encore aujourd'hui, les femmes, on fait face encore avec certaines difficultés de se mettre en avant, à même titre qu'on écrit des romans policiers, on est moins crédible que l'homme, juste parce que c'est un homme. Mais en tout cas, l'équilibre de tes personnages enquêteurs, bien qu'ils soient hommes, parce qu'on a une belle panoplie, hein? Étienne, c'est un genre. Puis, il y a l'Autochtone. Chétan. C'est intéressant. Il y a quelque chose que je ne dirais pas pour ne pas spoiler. Et il y a Joëlle, qui est une femme, qui est une épouse délaissée, qui est une femme qui a encore des besoins d'affection, d'amour, de frissons. Tu as montré comment tout le monde vit avec son bagage, avec sa formation, ses compétences, avec sa contribution aussi de dire si j'ai une idée, là, écoutez-la, là. On va la mettre dans le lot, puis on va essayer de construire autour de ça. Fait que, dans le fond, tous tes hommes aussi là, sont pris avec leurs émotions, sont pris avec leurs tourments, mais ils apprennent à se respecter. Puis, dans les dialogues, c'est très naturel. Fait que ça, j'ai aimé ça là, pour cette raison-là. Dans une équipe de police, à peu près tout le monde est traumatisé. Parce que tu es toujours confronté à des choses que tu n'as pas prévues, jour après jour, là. Puis là, on s'attend à ce que tout le monde reste fort, mais ça fait des blessures internes, ça fait des fragments de ton âme, où est-ce que, tranquillement, dans ton travail, des fois, tu prends plus de précautions, tu attends avant de parler, parce que tu te dis, ben peut-être que moi, je suis à fleur de peau, mais étant donné que tu as donné à tous tes personnages d'enquêteurs le même traitement humaniste, ça nous montre que les hommes ne sont pas exempts de failles ni de faiblesse parce que, bon, tout le monde a son petit rapport de séduction, tout le monde a son petit rapport d'autorité. Fait que ça, c'est important que dans ta démonstration, ce ne soit pas juste l'enquêteur femme qui soit forte, puis qui soit à la fois brisée, faible et affirmative. Tu as bien rendu ça chez tous tes personnages. Là. Bien, je suis contente que tu dises ça parce que oui, chacun a sa couleur. Puis j'ai beau dire qu'en tant que femme, on a plus de difficultés à rapporter le rapport de force. Mais de nos jours, ce qu'on remarque, c'est que pour les hommes, c'est encore plus difficile parce que il y a encore l'idée qu'il faut qu'ils se montrent forts, mais en même temps, eux autres aussi, ils ont du vécu, ils ont des choses qu'ils vivent, puis je veux dire, ça reste des êtres humains. Fait que chacun a sa couleur, puis je pense que c'est important non plus de ne pas taper sur la tête des uns puis des autres. Même le pire macho cache quelque chose derrière.
On est des petites bêtes fragiles. Absolument. Exactement. Je tiens à remettre ça au goût du jour. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas juste les femmes qui sont fragiles, puis il n'y a pas juste les hommes qui sont forts. Alors, Éric. Oui. Comment tu as trouvé ça, pâté pour chien, justement, avec ton point de vue masculin? Ben, c'est sûr que je ne l'ai pas nécessairement vu comme ça, honnêtement. La manière que je l'ai abordé, c'est bon, déjà, j'ai pas un gros background de roman policier, mais j'aime que les histoires soient bien ficelées, qu'on soit capable de nous emmener sur une fausse piste. On le sait, on est très, très conscient de la chose, mais que ça soit pas évident comme un éléphant dans la pièce, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai aimé. Tu amènes des petits morceaux, tu amènes des éléments de piste ici et là, mais c'est nécessairement pas tout le temps faux. Mais c'est sûr que les personnages se fourvoient un peu parce que veut pas, ils n'ont pas tous les éléments. Quand on va plus loin dans le roman, mais là, on voit d'autres éléments, justement, qui agrandit un peu le tableau. Puis là, on a une meilleure idée de ce qui se passe en général. Mais j'aime ça, le côté... tu sais, j'aime qu'un livre soit tête. Tu sais, que tu fasses pas de flafla ou que tu rajoutes des trucs pour rien. Puis dans ce livre-là, c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, c'est straight to the point. L'histoire est vraiment bien écrite. Puis pour elle, ça a été vraiment plaisant à lire. Écoute, j'ai lu 200 pages en 2 jours. Fait que je me dis que ça doit avoir une raison. Moi, peut-être que j'avais mis un peu de pression. Non, non, parce que, tu sais, honnêtement, ça a été... honnêtement, si je me serais donné la peine, je me serais forcé à lire 200 pages, ça n'aurait pas été agréable. Tandis que là, on s'en était parlé un petit peu hors d'onde avant, ça a quand même été... Honnêtement, comme je te disais, j'avais lu un peu tes livres avant, puis là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais, en fait, à avoir plus ou moins le même style. Tandis que là, tu changes un petit peu ton style, je ne sais pas si c'est le côté policier ou l'autre, c'était beaucoup science-fiction ou tu disais aventure, tandis que lui, il est beaucoup plus ancré dans la réalité. Ouais. Puis on voit quand même une différence, une bonne différence, on s'entend. Puis tu es capable d'y donner sa propre couleur aussi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, j'ai bien aimé mon expérience. Puis une question pour vous deux, chacun votre tour. Est-ce qu'il y a un moment particulier du livre qui vous a plus marqué? Soit par la surprise? Ben, honnêtement, c'est sûr que le début, tu fais le saut. Tu te dis, mon Dieu, si c'est comme ça pendant 392 pages, ça va être intense. Oui, le prologue. Oui. Oui, surtout que, tu sais, avant, dans tes autres romans auparavant, tu es plus dans la science-fiction, tu es plus dans l'aventure. Là, c'est du cru. Tu sais, on est dans le sujet littéralement. Êtes-vous d'accord avec le fait que j'ai déjà dit en entrevue, moi, je suis pas gare. Moi, du gare, je suis pas capable de faire ça. On va pas dire que tu l'es un peu. OK. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai lu le prologue, pendant 30 secondes, j'ai hésité, Pascal, parce que quand tu m'as demandé, je t'ai jamais dit, moi, je touche pas au livre, c'est écrit public averti. Mais, étant donné que c'était un roman policier, je me suis dit, comment t'es capable? Le prologue, là, il donne mal au cœur. Puis là, je me suis dit, OK, place ça, là, parce que il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Puis, moi, c'était la première fois que je lisais une histoire où est-ce qu'il y a des chiens qui interviennent. Mais là, je trouvais ça original. Je me disais, bon, habituellement, le chien, c'est le bon compagnon. C'est le compagnon idéal parce qu'il ne pose pas de questions, il ne donne pas ses états d'âme, il t'accueille inconditionnellement. Moi, le lien inconditionnel entre le chien et l'homme, c'est un acquis. Tu ne l'as pas brisé. Tu ne l'as pas brisé, mais tu fais souffrir des chiens. Mais la proposition, elle se tient. Parce que dans le fond,
qui est le plus bête? C'est le propriétaire des chiens. Le chien, lui, il est fidèle. Il est nourri. Alors, j'ai vraiment parcouru l'histoire en me disant, mets-toi dans la tête que ce mélange-là qu'on te donne dans le prologue, il te prédit certaines choses qui vont te virer à l'envers. Et là, ma question, c'est, est-ce que tu as hésité à mettre en situation les chiens en sachant que les lecteurs de noirs, de policiers, d'horreur sont quand même les plus sensibles par rapport aux relations avec les animaux de compagnie? Pour être tout à fait franche, j'ai jamais pensé à ça parce que au départ, comment m'est venue l'idée de pâté pour chien? C'est tellement niaiseux. J'étais dans l'auto, puis j'ai entendu parler d'une attaque de chien à Montréal. Puis là, je me suis juste dit, oh, imagine si vraiment les attaques étaient mortelles, puis c'était parce qu'il y avait un homme derrière ça. Fait que j'ai juste pris ça en note, puis mis ça de côté. Je me suis dit, peut-être une nouvelle ou... Puis finalement, amenant d'autres choses, c'est venu tout seul. Mais oui, ça touche les chiens qui sont considérés les races dangereuses. Puis je touche aussi une certaine gamme de gens qui acquièrent ces chiens-là pour des raisons qui sont X. Puis je suis désolée, mais dans la vie, oui, il y a beaucoup de chiens qui sont maltraités. Ouais. Donc, je ne pouvais pas en parler. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Non. Mais là, on n'en dit pas plus. Parce que moi, quand même, le message que je veux envoyer, c'est que ton propos, il est légitime. Tu l'as articulé, tu nous l'as présenté, tu l'as justifié jusqu'à la fin. Mais pour avoir écrit une nouvelle dans Satanée Nouvelle qui met en scène un chien, mon texte s'appelle « Arrête de me regarder ». C'est quelqu'un qui voit un chien perdu, très souffrant en dessous de sa galerie. C'est un jeune, un adolescent. Puis on voit que le chien est plus que souffrant, là, puis il va réussir à sauver un autre adolescent qui, lui, veut absolument un ami, qui est aussi isolé et maltraité que lui. Puis c'est à peu près la nouvelle qui a suscité le plus de réactions du genre « Pourquoi tu es allé là? Pourquoi mettre un chien souffrant? On ne fait pas ça, on ne fait pas souffrir des chiens. » Alors, c'est juste que moi, ton audace, elle m'a étonnée, mais le propos de l'histoire se tient jusqu'à la fin. Fait que là, il ne faut pas en dire plus que ça. Mais non, moi, on les aime, les chiens. Oui, mais je comprends comment la prémisse d'une bonne histoire arrive, puis là, tu viens de nous donner ton éclair, c'est-à-dire, ben oui, il y a des comportements de chiens qu'on ne s'explique pas, puis on se dit, ben un chien a un maître. Donc, d'où ma petite phrase, on ne mord pas la main qui nous nourrit, parce que derrière chaque chien, ben il y a un humain qui fait la différence. Alors ça, c'est un propos qui est un... Et je trouve que c'est un beau parallèle avec la cruauté entre humains. Tu nous l'as bien, tu nous l'exposes bien. Puis ça fait que la richesse de l'histoire, elle est à 3 couches, là, parce que il y a l'histoire de du groupe d'enquêteurs. Et là-dedans, il y en a qui ont les dents longues, hein? Il y en a des ambitieux. Oui. Ouais, elle est ambitieuse, il y a d'autres ambitieux. Puis après, on a l'intrigue avec les chiens. Et là, on se pose la question de, mais ces chiens-là, ils obéissent à quelqu'un. Donc, tu as bien construit ça, là, parce que pour une première tentative dans le monde du roman policier, tu es resté quand même dans un type qu'on appelle le roman d'enquête, c'est-à-dire que tout ce qui est acquis comme information de la part de Joël et de ses collègues, c'est de l'information vérifiable. Et c'est ça qui est frustrant. Fait que quelqu'un qui pense que les enquêtes de détectives, c'est pif, paf, pouf, non. C'est très long, là, mettre l'information ensemble, de convaincre un niveau hiérarchique qu'il y a quelque chose derrière ça qui mérite une plus grande attention, une meilleure équipe, plus de surveillance.
Donc ça, tu as quand même ficelé ça, là, alors que c'est pas ton genre d'écriture de prédilection d'après tout ce que tu as fait avant. Fait que ça, je te lève mon chapeau parce que je vais te le dire, là, moi, en lisant que c'était écrit roman policier, j'ai dit oh, 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 oh. Mais le défi est bien relevé. Ben, je me tiens pas mal des lectures que j'aime, la science-fiction, l'aventure, le suspense, le roman policier. Fait, mais je vais avouer que le côté gore, je pensais pas que je l'avais tant que ça. Puis les commentaires qui me disent oh, wow, c'était un petit peu dégueulasse, là, c'est comme ah oui, c'était à ce point-là. Mais c'est juste le prologue, tu sais, comme je disais tantôt, c'est si tu aurais fait ça tout le long, tu aurais perdu ton sujet. Tu sais, c'est juste doser comme du monde. Parce que trop, c'est comme pas assez. Vous êtes les premiers à me dire que le prologue est si pire. D'habitude, le monde s'arrête à la scène du parc d'attractions. Ah, peut-être. Je me rappelle plus. Pas de spoil. Mais c'est correct parce que, tu sais, veux pas, c'est correct de justement de venir frapper l'imagination. Tu sais, tu rentres, comme Lou a dit, c'est une entrée, c'est clash, là, c'est trash un peu. Mais j'aime le côté, justement, tu sais, bon, oui, t'en fais un peu, mais tu te bases pas que là-dessus pour soutenir ton histoire, tu sais. Ça, c'est bien. Non, mais c'est sûr qu'il faut s'entendre qu'un roman policier, bon, il y a beaucoup de l'enquête, mais je veux dire, Oui. il y a des meurtres en arrière. Donc, si on s'arrête souvent au meurtre, un meurtre, ça reste un geste, que ce soit un meurtre et il y a beaucoup d'autres crimes quasiment aussi graves. C'est dark ce qu'il y a en arrière, là, je veux dire. Ouais. Celui qui arrive à tuer avec douceur, de manière sadique, pas vraiment. Ouais, je sais pas, ça serait peut-être une... Mais t'es pas obligé non plus d'être hyper graphique non plus, tu sais. Est-ce que je suis si graphique que ça? Le prologue, oui. Ah. Bon, le prologue, oui. Puis honnêtement, j'avais fait comme, oh my God, OK, on est loin on est loin de Denis, là. Mais après ça, tu sais, c'est l'enquête qui prend la place. Ça, c'est bien. Parce que si les meurtres, genre, ça aurait été hyper violent, puis ça aurait comme pris plus d'ampleur que l'enquête. Tu sais, ce monde aurait fait comme, OK, on a hâte au prochain meurtre, parce que là, bon, OK, on va aller vite, pour voir qu'est-ce qui va être de sanglant à l'autre bord, tu sais. Ça aurait comme mis l'enquête au second rang, puis ça aurait comme un peu débalancé ton histoire. Mais là, ce qui est original, c'est de montrer que parfois, c'est comme dans le cas du chien, le chien devient une arme. Ça devient l'arme pour tuer. On n'ira pas plus loin, mais je veux dire, cette semaine, alors que je termine, que je prépare ma chronique, que je suis toute excitée d'être là puis de faire la première chronicale, j'écoute À cœur battant, qui est une émission à la télévision sur la violence des hommes contre les femmes, qui est très intelligent, c'est très bien écrit. C'est la même auteure que Unité 9 et Toute la vie. Et là, c'est un centre de traitement de la violence des hommes. Et l'épisode cette semaine, écoutez, si vous pouvez le rattraper, là, c'était mardi le 17 octobre. Le dernier segment nous introduit à la prochaine histoire de violence. Et c'est une jeune femme qui arrive en panique à une animalerie, chez vétérinaire, pardon. Et son chien est sanguignolant, puis elle dit « Là, mon chien vient de se faire frapper, sauvez-le, sauvez-le. » Et là, en 3-4 minutes, on comprend que c'est pas un accident qui est arrivé au chien. Mm-hmm. Et là, la vétérinaire, là, écoutez, là, ça vaut pour tous les systèmes de santé du Québec. Depuis le début de la saison, là, il y a des cas graves de conjoints homme-homme, femme-homme, homme-femme, tout ce que vous voulez. La police a de la misère à arriver à temps. Le système de santé a de la misère à arriver à temps. Là, elle a dit « Mon chien est mourant. » Elle est dans une clinique vétérinaire. Tout le monde se précipite pour s'occuper du chien. Et la vétérinaire, propriétaire de la clinique, appelle le poste de police et ils envoient immédiatement quelqu'un pour voir qu'est-ce qui se passe. Vu que la vétérinaire dit « Ce n'est pas un accident qui est arrivé au chien. » Et la dame qui l'a apporté, je ne comprends pas son comportement. Et là, je me suis dit, hey, c'est là qu'on est. Hein? Quand on paye,
parce qu'on aime nos animaux, les services sont rapides. Ouais. Et là, franchement, dans le momentum de Pâté pour chien et la série que j'aime, que j'écoute, que j'essaie de pas trop devancer parce que j'aime ça être dans le suspense, ben aujourd'hui, je suis allée écouter l'épisode suivant parce que j'ai mon compte Nous TV+. Puis je suis allée voir. Et là, on est arrivé dans une histoire vraiment bizarre, là. Et là, c'est vraiment l'humain qui est derrière le chien. Donc, franchement, je salue ton intuition, ton idée de comment tu as amené cette histoire-là, parce que moi, ça ne me serait pas venu à l'idée de penser qu'un chien pouvait devenir une arme ou un objet de négociation dans une relation tordue. Mais en tout cas, ça m'a créé tout un momentum en octobre là, 2023. Ça peut le dire. Donc, avis aux autres qui veulent lire Pâté pour chien, écoutez cette émission-là en même temps, c'est un bon timing. Ah, ben, ils vont te croire là, dans Pâté pour chien. Ils vont dire ah, les humains sont capables de tout. Mais les humains sont capables de tout. Les humains sont les pires bêtes. Puis je vais avouer que la fin de Pâté pour chien 10 ans pas trop. A été un choix difficile. Ah ouais? Tu as hésité sur la fin? Oui. Tu avais des fins, comment on dit, déjà à la télé. Mais, là, tout le monde aime les happy end. Ouais. J'en dirai pas plus, mais tout le monde aime les happy end. Mais les happy end sont des fois moins réalistes que d'autres. Ouais. Des fois, ça peut être décevant. Faut que tu restes fidèle à ta trame quand même. Exact. Ouais. En tout cas, moi, j'ai adhéré jusqu'à la fin avec tantôt, là, dans mon texte, parce que je vais le publier, ma chronique, là. OK. J'ai appelé ça la finitude, parce que tu es allé au bout. Tu es allé au bout de ton propos. Puis, pour moi, ça demandait du courage, parce que ça aurait été facile de finir ça. Je le voyais que 20 pages avant, là, c'était facile de prendre un embranchement puis de faire une fin easy going pour tout le monde. Puis c'est pas ça que tu as choisi. Et là, mais c'est après Pascal là, que je suis allée voir, j'ai cliqué là, sur tout ce que tu donnais à lire sur le cornéum, puis je me disais, hey là, qu'est-ce qu'elle a, elle, comme monologue intérieur, comme propos qui la drive à écrire ces histoires-là. Puis là, quand je suis tombée sur l'égalité des sexes et tout ça, je me suis dit, c'est vraiment son feu intérieur. Puis elle a réussi à le propulser jusqu'à la fin dans cette histoire-là. Parce que, comme je disais, on a les 3 cercles de cruauté. On a, oui, homme-femme, on a parents-enfants, puis on a humains et animaux. Alors ça, attacher tout ça, c'est très riche. Puis, je veux dire, quelqu'un qui ne comprend pas l'amour inconditionnel des animaux, ben, je vais citer Lamartine, un célèbre décédé, qui dit « On n'a pas un cœur pour les humains et un cœur pour les animaux. On a un cœur ou on n'en a pas. » Ouais, j'aime ça. Fait que ça aurait pu être mon titre de ma chronique, mais là, j'aimais mieux « On ne mord pas la main qui nous nourrit. » C'est très juste. Moi, il y a quelque chose qui m'a... j'ai beaucoup hésité, mais là, je vous écoute, puis je pense que c'est le propos public averti, qui n'est pas sur la couverture, mais qui est à l'intérieur sur la première page. Moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est justifié de mettre public averti, étant donné que je ne suis pas si sombre que ça, ou je ne décris pas tant que ça, mais finalement, oui. Honnêtement, là-dessus, je comprends que tu as douté. Je pense que tu aurais pu y aller sans, parce que oui, le prologue est sanglant, mais si on compare avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est quasiment du soft. Mais moi, je vais te dire, j'ai plus
ce qui m'a fait plus hésiter, c'est plus la deuxième partie du roman. Le début de la deuxième partie que je peux pas. Oh, non, je comprends. Ouais. Mais moi, je m'en tiens aux 3 cercles de cruauté que tu nous illustres, là. Puis je pense que malheureusement, les gens sont immunisés contre la violence conjugale, homme-femme, en disant c'est des adultes, ils se sont choisis. Ouais. Ils s'endurent, ils subissent jusqu'à l'impossible. Mais la cruauté adulte-enfant, tu la mets en scène. Puis après ça, la cruauté humain-animal pour le propos de l'histoire. En tout cas, moi, j'hésite beaucoup à prendre un livre avec la mention public averti. Si je ne t'avais pas dit oui, j'aurais probablement hésité. Mais moi, je pense qu'il faut laisser public averti parce que on ne peut pas dire que c'est une lecture grand public. Là. Moi, pour quelqu'un, tu sais, les adolescents et tout ça, je voudrais qu'ils sachent là, que chacun... Moi, je lisais du Stephen King à 14 ans, là. Je ne considère pas que je m'en allais dans des éléments de perversion. Quand on touche la perversion des comportements humains, je préfère qu'on mette public averti. Il était intense quand même, Stephen King, dans le temps. Oui. Sauf qu'il n'y avait pas de public averti dans ce temps-là. Ouais. Le monde était juste plus fucké. Mais c'est quoi, vous metteriez les moins de 16 ans s'abstenir, à moins d'avoir le cœur bien solide? Ouais. Non, mais public averti, ça veut dire soit préparé à aller dans des éléments du comportement humain qui sont dérangeants. C'est ça que ça veut dire. Fait que là, les gens savent. Là, C'est ça, moi, au début, je pensais public averti, que ça touchait plus l'érotisme. C'est, entre autres, la raison pourquoi ça m'a fait hésiter, parce que je ne roule pas du tout dans l'érotisme. Non. Parce que s'il y en a qui lisent mon livre et qui sont excités, là, c'est aller voir un psy. C'est sûr qu'en même temps, c'est une assurance que tu te donnes aussi. Parce que oui, comme tu disais, Lou, elle s'en va dans des recoins qui sont un peu plus dark. Fait que tu vas te backer comme ça. Ça, c'est clair. Tu peux pas dire que les gens sont pas avertis, c'est marqué sur le livre. Fait que ça, c'est quand même une assurance que tu te donnes de plus. Puis si vous aviez à conseiller Pâté pour chien à un de vos proches, vous lui diriez quoi? Bien, premièrement, là, la mention roman policier est très importante. Parce que, comme moi, je t'ai côtoyé dans toutes sortes d'événements, même en été et tout ça, puis là, je t'entendais dire Pâté pour chien, puis j'ai plein d'amis qui écrivent des livres sur les animaux, puis la relation inconditionnelle d'amour avec les animaux, la fin de vie des animaux. Puis dans ma tête, c'était tout ensemble, ça. J'ai pas compris que c'était un roman policier. J'ai pas compris que j'embarquais dans une histoire de cruauté, de meurtre, de manipulation. Fait que ça, je pense que roman policier, il faut vraiment, à chaque fois que tu dis Pâté pour chien, que tu dis c'est mon roman policier, Pâté pour chien, pour qu'on sache qu'on s'en va dans une histoire inquiétante, là. Puis à un moment donné, dans ton texte, toi-même, tu utilises l'expression « à sa chien ». Moi, j'ai adoré ça. Inventer un mot. On a tout compris. On a compris que les chiens sont une arme. Mm-hmm. Et on a tous dans notre voisinage, moi, en face de chez nous, là, j'ai quelqu'un qui a 3 pitbulls sur sa galerie. Là. Ils sont enragés là, parce que la galerie est barrée. Là. Mais une fois ou 2 par année, on ne sait pas pourquoi, ils sont en liberté. Puis là, on les filme parce qu'ils courent partout. Puis là, ils s'en vont sur les humains. Puis là, on se dit, bon, ben, on va filmer parce que si ça finit mal, on sera témoin pour la police. Donc, on a tous cette conscience que parfois un chien est une grenade dégoupillée, tu sais. Fait que moi, le mot « à sa chien », je l'ai trouvé formidable. Et je me disais, peut-être qu'elle ne veut pas aller là tout de suite pour donner cette clé-là. Maintenant que j'ai lu l'histoire, je sais que Pâté pour chien est signifiant, mais sur le coup, quand tu disais mon dernier livre, Pâté pour chien, je ne comprenais pas du tout que ça allait être une histoire inquiétante. Je ne comprenais pas que ça allait être une enquête. Je ne comprenais pas qu'il y avait quelqu'un qui mourrait là-dedans parce que je ne pouvais pas deviner le propos.
Fait que, en tout cas, roman policier, ça, c'est certain que ça ouvre tout de suite une lumière rouge et bleue. Normalement, c'est 2 tons, la lumière de la police. Comme la page Pour couverture. dire, oui, comme la page couverture, pour dire, il y a quelque chose qui va de travers, là. Puis un chien ne fait pas ça tout seul. Non. Pas normalement. Non. Puis toi, Éric? Ben, comme je disais, écoute, c'est dur de parler après Lou, elle dit tout, Boswell. Essaye! Prochaine fois, oui. ça plus vite. Mais c'est sûr que oui, la notion de roman policier, c'est super important parce que, tu sais, bon, on écrit beaucoup de sombre puis tout, mais ça va avoir une clientèle plus large que si tu mets trop l'accent sur, justement, le public averti. Là, tu vas avoir une clientèle où il va y avoir du dark, mais tu sais, ils vont s'attendre à ce que ça soit du gore, que ça revole un peu plus. Tandis qu'en mettant du policier, ben là, tu vas attirer une clientèle, les autres vont être plus attirés sur le côté enquête. Fait que ça attire plus de gens. Il y a plus de gens qui sont intéressés parce qu'on le voit juste avec les séries policières qui sortent, qui sont super populaires. Fait que le côté policier, c'est vraiment important. Merci, Éric. Tu viens de me donner l'élément qui fait que moi, qui ne lis pas des romans publics avertis de tous mes amis auteurs, quand c'est un roman policier, il y a une petite case dans ma tête qui me dit « T'es capable d'aller dans une histoire qui est grave, qui est douloureuse, qui est cruelle, qui est sadique, parce qu'il y a une résolution du problème. » Le roman policier, il te promet une chose à toi, lecteur, c'est qu'à la fin, on va rétablir l'ordre du monde. Le monde allait mal. Il y a quelqu'un qui était perverti, sadique, vengeur. Ouais. Mais à la fin d'une enquête policière, on a rétabli l'ordre du monde. Donc, ça me permet, moi, de m'approcher d'un livre et de me dire, OK, je peux aller loin dans la noirceur, dans le sang. Je vais revenir. Oui, si je sais qu'à la fin, il y a quelqu'un qui a résolu le problème. Ouais. Fait que ça, mais quand même, quand on écrit un roman policier, puis c'est pour ça que je félicite Pascal, c'est qu'il faut les attacher, ces boucles-là. Il faut montrer ce qu'on a compris et ce que le lecteur a une chance de recevoir. Parce qu'on ne sait pas jamais qu'est-ce qu'il en fait, mais c'est comme un opéra. Les opéras, là, sont tragiques. Là. Ça va mal dans les opéras. Par contre, au bout de 3 heures, ben, il y a quelqu'un qui est puni. Il y a quelqu'un qui va mieux. Fait que c'est ça, un roman policier, c'est on va rétablir l'ordre du monde. Fait que là, je suis capable d'aller plus loin dans quelque chose de dark parce que j'ai cette promesse-là qui fait partie du contrat avec le lecteur. Je suis d'accord. Sinon, j'y vais pas. Je regarde la couverture, je dis bye-bye à mes amis, auteurs, puis ça s'arrête là. Mais c'est ça, mais c'est touché parce que oui, c'est vrai, moi, si je vois public averti, j'ai de la misère à aller vers ça parce que je pense tout de suite à érotisme ou justement horreur. Puis moi, je suis bien peureuse, fait que horreur, c'est pas ma trame. J'ai pas public averti, il n'y a pas d'érotisme, je te rassure tout de suite. Là. Non, toi, Jardin des Morts. Allé là, tu me l'avais dit, toi, t'étais soft, puis je l'ai lu, puis non, je considère pas que ça comme le horreur là, qui non. C'est plus de l'aventure, de l'action, du surréalisme. Avec un fond d'horreur, ben, ça touche les zombies, mais je veux dire, c'était pas pareil. Ça va pas partout. Tu sais, on s'attache beaucoup aux personnages. Tu sais. Ben, c'est ça, c'est parce que souvent, on s'arrête à un style, mais c'est plus large que ça. C'est difficile de déterminer. Mais c'est facile de tomber dans le cliché. Puis là, ben là, tu viens de perdre ton monde, là, tu sais. C'est la facilité. Prenez Pâté pour chien, c'est un roman policier, on s'entend. Mais est-ce que c'est que ça? Non. Non, parce que, tu sais, tes personnages évoluent à l'intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que tu y vas selon un angle différent, comme disait Lou tantôt, avec les chiens, tu sais, qui est pas... Tu sais, il n'y en a pas 50 histoires dans ce style-là. Fait que, je veux dire, tu t'embarques dans quelque chose que, honnêtement, tu n'as aucune idée comment ça va finir, hein. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais. C'est rare d'être capable de trouver une histoire originale parce que tout a été déjà écrit. Tandis que celui-là, ben, tu sais, c'était quand même vraiment une bouffée d'air frais parce que justement, tu n'as aucune idée où ça s'en va, dans le fond. Là. Puis, un roman policier, tu
tu me corrigeras, Lou, si je me trompe. Moi qui est pas très, très écrivain policier moi-même, mais tu sais, c'est comme, je vois toujours ça comme des boucles. Si ta boucle est lousse, ben, tu vas finir par te perdre là-dedans. Il faut quand même que ça soit tête pour qu'à la fin, ça soit linéaire, mais que ça se tienne tout au complet. T'sais. Mais je vais être franche, hein, mais quand je l'ai commencé, je ne savais pas exactement où je m'en allais. Je me suis mis un grand carton blanc sur le mur. Là, j'ai commencé avec mes 3 premiers meurtres. Là, je dis, OK, la date, le ci, le ça. Ah, OK. Tu sais, un indice là. Ah, OK. Fait que c'est vraiment, là. T'as mené l'enquête avec ton personnage? Oui, pas mal. Quand je suis arrivée dans la partie 2, là, oups, il a fallu que je revienne sur mon enquête en arrière. Oups, attends, ça, j'avais pas dit ça. Ouais. Oups, attends un peu. Ça, faut que je mette un in là-dessus. Là, fait que, mais ça a été comme un jeu de comme d'échelle et de serpent. Je remontais, je redescendais. Mais au final, j'ai trippé. J'ai trippé, mais tu vois, je l'ai envoyé à une maison d'édition avec qui j'aurais beaucoup aimé publier parce que c'était un groupe, une maison d'édition entourée de femmes. Donc, je me suis dit, OK, je l'essaye. Puis, ils m'ont refusé qu'il y ait un commentaire, évidemment, que j'ai trouvé très poche, mais qui était très vrai, qui m'ont dit, tes personnages ne sont pas assez développés. Là, de quoi ils parlent? Puis, quand je suis arrivée dans la partie 2, je commence à lire la partie 2. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Ouais. Puis il avait raison. L'assassin, la partie de l'assassin, il y a un bout, c'était très bien décrit, très clair, mais un autre bout, c'était comme, wow, attends un peu, là, c'est qui? Il manquait de chair. Ouais. Ouais. Puis là, je l'ai retravaillé. Écoute, je dois avoir rajouté une 60aine de pages. On néglige souvent cet aspect-là, hein, parce que, tu sais, on veut voir l'histoire, on veut que ça avance, on voit comme un film dans notre tête, mais c'est souvent ce qui fait l'âme d'une histoire, de créer des personnages, de leur donner une vie propre, de leur donner un passé, un background, pour que les personnes qui vont lire ton histoire, qui vivent avec eux autres, qui aient l'impression de les connaître, puis pour que, quand il va leur arriver quelque chose, ben, que ça vienne les toucher. Tu sais, si tu as des personnages, exemple comme moi, mettons là, que j'ai des personnages, puis bon, il y en a beaucoup qui meurent, mais faire mourir un personnage inconnu, que tu n'as aucune idée c'est qui, il vient d'où. Pas d'engagement. Hein. Il n'y a aucun engagement, ça crée absolument rien. Tandis que si tu as un personnage que tu as son historique, tu as l'impression d'avoir accompagné tout le long du livre, puis qui meurt, bien là, ça va venir te chercher. Puis là, tu vas créer une émotion qu'autrement, tu n'aurais jamais été capable de faire. Hein. Quand tu es triste de tuer un personnage, là, ouais, en quelque part, ça va toucher le lecteur. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, mais moi, le pire, c'est que moi, la partie 2, c'est ça, c'est la vie de l'assassin. Fait que je comprends pas comment ça se fait que j'étais passée. Mais j'étais tellement enveloppée dans l'intrigue. Moi, j'avais hâte de finir. J'avais hâte de voir comment ça finissait. Fait que je l'ai peut-être un peu. Fait que là, j'ai dit, non, attends un peu, ils ont raison. Fait que, tu sais, là, je dis, oui, j'étais fruit qui m'a refusé, mais je dis, OK, non, c'est vrai. Puis là, okay, c'était comme, OK. Vois-tu, nous, on a eu la version retravaillée. Fait qu'on a bien compris tous les personnages. Ouais. Et ça demeure plausible parce qu'on a, quand on lit ça, on a en souvenir un paquet d'histoires de mauvais traitements, puis de personnes brisées par des expériences d'abus. Puis ça sonne juste. Fait que dans le fond, t'as frappé un nom qui t'a permis de grandir, puis de faire que ton histoire maintenant, elle est plus nuancée, elle est plus complète, elle est plus plausible. On n'aimerait pas ça avoir ces voisins-là, mais on peut y croire. On peut y croire que ça existe, là. C'est sûr que ça existe. Ouais. Mais tu sais, cette semaine, j'écoutais le live d'une de nos amies, Marilyn Norando, puis elle disait qu'elle travaillait tellement le background de chaque personnage que elle dit là, ce qui m'excite, c'est de faire le spin-off d'un personnage, c'est-à-dire de reculer puis d'expliquer pourquoi ce personnage-là, qu'on a vu brièvement dans l'aventure, a tout un arc dramatique à lui,
qui mérite autant de pages que le roman qu'on a aimé, dans lequel il est apparu parmi 10-12 personnages. Mais ça montre, là, comme Éric disait, que le temps qu'on prend à situer, peu importe, même pour un roman policier qui a l'air très réaliste, on en fait une cosmogonie. On explique un monde, puis là, on vérifie aussi les relations, là, les relations d'autorité, les relations d'abus, mais quand on le fait comme il faut, c'est tellement profond qu'on pourrait prendre un personnage, c'est par exemple le père de la victime ou je sais pas quoi, puis reculer, puis faire encore une histoire avec ça. Fait que ça, mais là, tu nous le partages, tu es en toute transparence de dire, ben, parce qu'elles m'ont dit non et qu'elles m'ont dit que j'avais pas de profondeur ce personnage-là, que je l'ai retravaillé, ben moi, je peux te dire que là, on a l'impact, nous autres, parce que tu l'as retravaillé. Ouais. Ça prend cette humilité-là aussi, quand on va chercher un regard externe. Puis moi, tu sais, avec Ben Maurice, on continue, là, on fait un nouveau projet, on l'envoie chez les éditeurs. Peut-être qu'on pourrait en sortir plus vite, là, mais on se dit, c'est pas perdu d'avoir l'opinion d'un œil extérieur qui parfois va nous dire, OK, tu as tourné un coin rond ici, je te fais signe, je te fais un red flag. Puis là, on prend le temps de retoucher, réécrire. Après ça, on est content. Même si ça va rester en auto-édition, on se dit, ben là, j'avais une chance de faire un meilleur livre et quelqu'un m'a donné la clé pour faire un meilleur livre. Fait que, ça compte. Ben oui, mais tous les commentaires qui sont constructifs, c'est toujours un plus pour les auteurs. Ouais. Ben surtout en auto-édition, on peut retoucher nos fichiers tant qu'on veut. L'auteur qui le commande après. Amazon, oui. L'apothéose, non, pas vraiment, un peu moins. C'est un petit peu plus compliqué, là, mais c'est ça. Hey, moi, j'adore le chat noir. Moi, on est en octobre, là. Non, mais je suis en éclipse, non? C'est le chat d'Halloween. Il y a un éclipse à Longueuil. C'est lui qui a le dernier mot, là. Ouais. Ben moi, je voulais vous remercier d'avoir participé au premier pod de lecture et on n'espère pas le dernier. Ben là, Éric, je vais te laisser annoncer tes accomplissements, ce que tu as fait, puis ce qui s'en vient, surtout avec toi. Vas-y, Éric. OK. Bon, ben, mes accomplissements, c'est sûr que j'ai ma série ZMTL. J'ai les 2 premiers tomes, Le Jardin des Morts et Le Quartier des Morts, qui sont déjà publiés aux auditions Loélie. Ils sont disponibles un peu partout, dans toutes les librairies, disponibles à partir de moi aussi. Vous pouvez venir me les demander, que ce soit verbalement par les marchés ou directement sur ma page d'auteur. C'est facile à trouver, c'est Éric Thériault, auteur. C'est pas trop dur. Le troisième, elle va paraître en automne l'année prochaine. Cette année, j'ai pas de sortie personnelle, mais j'ai participé, en fait, il va y avoir le recueil Maudit 3 qui va sortir bientôt, excusez-moi, du 30 octobre jusqu'au 23 novembre. Fait que c'est un rendez-vous. Ça va être 60 auteurs avec 57 nouvelles, que ce soit d'horreur, noir, policier, gore, post-apocalyptique. Puis ça va être des auteurs qui viennent du Canada, de la France, de la Belgique, de la Suisse. Puis ça va aller à un organisme par la suite. Fait que c'est quand même un win-win que je trouve parce que bon, autant c'est une manière pour les auteurs de se faire connaître, autant ça va aller à une bonne œuvre. À part ça, ben, c'est sûr que dans mes réalisations, il y avait, j'ai participé aussi au Recueil Maudit 1, Recueil Maudit 2, comme on l'avait mentionné plus tôt, avec le recueil Barry. Je vais être aussi dans le domaine de Harley et dans le projet de Marilyn Laurando, qui est un autre recueil de science-fiction. C'était une grosse année de recueil pour moi cette année. Après ça, je reprends le collier avec ZMTL 3 cet automne et probablement le suivant avant ZMTL 4.
Ça va être un recueil de nouvelles, mais personnelles, qui va peut-être soit reprendre des nouvelles passées, mais qui va avoir aussi pas mal de nouvelles exclusives, si on veut, là, des nouveautés. Puis ça va aller entre du 30 pour certaines histoires à du 120 pages, 125 pages à peu près. Je ne connais pas encore le format, c'est pas encore tout à fait canné, mais c'est dans les plans, là, à moins que j'ai une autre histoire qui vienne prendre le relais. Mais ça, on va voir comment les choses vont aller une année à la fois. Merci, Éric. Là, Lou était censé aussi venir nous parler, mais bon, je vais être polie, je veux dire, on l'a un peu échappé. Je l'ai échappé, je suis désolée. C'est sauvé. C'est ça. On va s'améliorer au fil des podcasts. Donc, de toute façon, on va revoir Lou aussi encore dans notre podcast. Puis, on va se revoir le mois prochain avec un nouveau podcast peut-être amélioré. Merci, Éric. Merci, Lou, si tu nous écoutes. Puis, on se revoit au prochain événement le 4 novembre à Vaudreuil. Exact. On est tous là. Au salon passager. Exactement. Donc, puis, Pâté pour chien va sortir officiellement pour la semaine du Salon du Livre de Montréal. Mais ceux qui viennent à Vaudreuil, je vais avoir des copies avec moi. Je les reçois dès demain. J'ai tellement hâte. Ben, une bonne soirée, une bonne journée à tout le monde. Je ne sais pas à quel moment vous l'écoutez. Puis merci d'avoir été avec nous. Merci encore, Éric. Bye bye. Bye.